Donc là on est dans l'avion à Charles de Gaulle et on s'apprête à partir dans 5 minutes pour la Finlande. Truc de ouf, truc de ouf. Et on est très content et Magali elle joue avec son iPhone. Au revoir. Donc là maintenant on est en Finlande et ils expliquent on est à l'aéroport et on est en train de faire le transfert entre les deux avions, celui qui arrive de Paris et celui qui va à Tokyo. Elle est belle la vie? Oui. Elle est belle la vie. Donc là on est dans le train Narita Express, qui est le train qui relie l'aéroport de Narita à Tokyo, à la gare centrale de Tokyo qu'on appelle Tokyo Station. Et après on a encore 2 autres trains à prendre pour arriver jusqu'à l'hôtel. Si tout se passe bien, 5-2 trains. Ouais. On se perd pas avant. Voilà. Alors nous sommes ici dans le quartier de Akihabara, qui s'appelle aussi le quartier de Akiba, et qui est le quartier high-tech le plus grand du monde. Et c'est à Tokyo, dans la zone est de Tokyo, à 3 km à peu près de l'hôtel où on est. Il faut prendre 2 trains pour venir, mais c'est très simple. Et donc l'intérêt ici, c'est qu'il y a plein de bâtiments où sur plein d'étages, jusqu'à 10 étages, il y a énormément de choses dans le domaine de l'électronique, du manga, des figurines, de l'informatique, de l'électronique en général. Et c'est un plaisir absolu de voir tout ce qu'il y a, et entre autres des filles qui sont habillées en maid, comme on peut voir sur la droite. Et elles s'habillent comme ça pour faire la promotion des cafés, qui sont des cafés maid café dans le coin. Donc ça c'est l'étape aventure, on vient d'acheter dans un distributeur 2 boissons, on ne sait pas du tout ce que c'est ça et non, ça. On dirait du sang et ça, je sais pas, on dirait du lait avec de la vanille. Donc si on refait pas de prochaine vidéo, c'est que c'était vraiment un truc pas bon. Ouais. Alors nous nous trouvons ici au restaurant de l'hôtel Niwa, en plein centre de Tokyo. Et là nous allons manger un tofu au caviar avec du maïs, enfin fait à base de maïs. C'est l'amuse-bouche d'un premier plat et du menu qui s'appelle Wazu, constitué de 5 plats. Voilà qu'on va avoir ce soir. Donc ça va être la grande surprise. Donc là on est devant la gare de Suidobashi. Suidobashi, ouais c'est ça. Et donc c'est la gare qui est proche de l'hôtel où on est et à partir de laquelle on part pour aller tous les jours faire des nouvelles visites. Le programme d'aujourd'hui c'est la visite du quartier de Chiyoda, qui est un quartier dans lequel on va normalement retrouver le palais impérial si tout se passe bien. Alors là, oui tout à fait, ça me va très bien. Alors ce qu'on peut voir aussi c'est nos tenues vestimentaires. J'ai été obligée de me changer et de mettre un gilet parce que d'après ce que j'ai vu, on ne peut pas se dévêtir au niveau des épaules. Donc du coup j'ai un peu chaud, mais c'est culturel. En même temps il fait que 32 degrés. C'est le code vestimentaire à adopter. Ouais, c'est parti. Pas très chaud. Alors là nous sommes au centre-ville de Tokyo. Au centre-ville de Tokyo, vraiment pile au milieu. Et on s'apprête à visiter le château de Edo. Et en fait le château de Edo,
c'est le château qui se trouve dans la partie est des quartiers de la résidence impériale, puisqu'en fait il faut savoir qu'au Japon il y a encore un empereur vivant. Et donc le pont qu'on voit derrière nous, c'est le pont par lequel on va rentrer dans la résidence impériale pour visiter le château et les jardins de Edo, donc qui sont l'endroit où habite actuellement l'empereur, et donc normalement il est là, on va lui faire un petit coucou. Alors ça serait intéressant de savoir comment on s'y rend au château de Edo, puisque vous savez qu'au Japon il y a des compagnies de trains et de métro différentes, donc du coup c'est pas forcément toujours la même compagnie qui vous dessert à l'endroit voulu. Donc là, est-ce que tu peux rappeler quelle ligne nous avons empruntée pour venir jusque-là? Donc si vous voulez vous rendre au château de Edo, déjà c'est compliqué, le mieux c'est d'y aller en taxi, mais au cas où ça soit pas joignable, un peu cher en taxi. Au cas où ça soit pas jouable, il faut prendre d'abord un train qui va jusqu'à l'Idabashi, et à l'Idabashi il faut changer pour prendre un métro, et le métro qui descend ici, et après vous demandez à la votre station chemin. Edo. Et normalement les gens sont sympas, ils donnent le chemin. Donc ici on est dans la première construction fortifiée à l'intérieur du jardin du temple de Edo et du château de Edo. Donc on est dans le coin est et c'est plutôt joli, il fait très chaud, hein, donc je ne sais pas si on peut apprécier bien comme il faut, il fait 32 degrés à peu près, très humide, mais sinon c'est joli. Donc on peut voir derrière les jardins et donc ce qu'on peut voir tout au fond derrière les arbres, c'est un petit morceau du château, donc de l'empereur, qui est fermé puisqu'il ouvre que 2 fois dans l'année et c'est pas aujourd'hui. Donc là on est dans le métro de Kudanshita et comme on peut le voir, c'est le silence le plus religieux dans ce métro puisque les gens font pas de bruit ici, ils sont très disciplinés. On a l'impression d'être chez le dentiste dans la salle d'attente. C'est vrai que ça change du métro parisien. Et on attend notre train et notre métro pour aller à Shibuya, quartier ouest. Alors derrière nous, on voit la statue d'un chien qui s'appelle Hajiko. On est juste devant la station de train et la station métro de Shibuya. Et en fait, ce chien, il est très connu parce qu'une légende dit que quelqu'un allait au travail tous les jours à partir d'ici, de cette station de train, et le chien l'accompagnait. Et un jour, la personne est morte et le chien a continué à venir chercher son maître pendant 10 ans. Et donc du coup, au bout de 10 ans, ils l'ont retrouvé mort ici et ils ont érigé une statue à sa place. Et la traduction de Hajiko, ça veut dire loyauté, puisqu'en fait c'est un chien qui est considéré comme très très loyal et c'est devenu un symbole de la loyauté ici dans la ville de Tokyo. Et c'est ce qu'on voit ici, Hajiko. Voilà, alors là, nous nous trouvons dans la tour Shibuya. Et donc nous sommes dans la zone de restaurants. Il y a des restaurants italiens, chinois, français et bien entendu japonais. Et donc c'est là que nous allons manger ce midi. Bon, et ce qu'on n'avait pas spécialement compris, c'est que dans le restaurant japonais de Shibuya, c'est un restaurant visiblement très réputé ou au minimum très apprécié, puisqu'en fait il y a la queue pour rentrer. Et quand on dit la queue, bah, c'est ça. Et les gens sont même assis, ils font la queue assis. Et quand on est devant le restaurant, on ne se doute pas que ceux qui sont assis, c'est ceux qui font la queue pour aller au restaurant. Alors nous sommes ici dans le carrefour de Shibuya. Shibuya qui est le quartier ouest de Tokyo. Et donc il s'agit tout simplement du carrefour de Shibuya. Et il s'agit du carrefour le plus fréquenté du monde, puisqu'on a ici 3 700 000 personnes qui passent par jour. Derrière nous, on voit les immeubles avec des écrans où sont projetés des pubs toute la journée, jusqu'à tout en haut des immeubles. Et sur la droite, on voit l'endroit où on va aller juste après, qui est le bâtiment noir, un peu plus à droite, qui s'appelle la tour 109, et qui est une tour entière qui s'apparente un peu aux Galeries Lafayette, et qu'on va aller visiter juste après. Et ici, on voit le monde au carrefour de Shibuya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Donc ici nous sommes à l'entrée du parc Yoyogi, le parc Yoyogi qui est entre les quartiers de Shibuya et de Shinjuku, toujours à l'ouest du centre-ville de Tokyo. Et on s'apprête à rentrer donc pour visiter le temple de Meiji-ju, qui est un temple qui a été fait pour célébrer la mémoire d'un empereur, je crois de 1812, un truc comme ça. Et donc ça c'est l'entrée du parc. Il fait environ 30 degrés, à peu près 75% de taux d'humidité. Je sens que je suis en train de friser de l'intérieur, mais la vie est belle. Donc on est toujours dans le jardin Yoyogi. Et le jardin Yoyogi, pour rappel, c'est un jardin qui est fait en célébration pour l'ancien empereur Meiji. Et l'empereur Meiji, son truc, c'est le saké. Du coup, il y a toute une partie qui est faite sous le thème du saké. Et ce qu'on voit derrière moi, c'est des barils de saké qui ont été mis là pour faire référence au fait que l'empereur Meiji il avait mis en valeur les premières entreprises qui commercialisaient et qui raffinaient du saké. Donc d'un côté, on a le saké raffiné et de l'autre côté, on a les barils de saké brut. Voilà, nous voici juste devant le temple Meiji, après avoir traversé toute une forêt du jardin de Yoyogi. Donc nous allons rentrer dans ce temple découvert. Meiji, je le rappelle, c'était l'empereur du Japon. Et espérons que ça ne tombe pas au moment où nous rentrons dans le temple, puisque c'est un temple découvert. Et donc ce qu'on voit derrière moi, c'est des morceaux de bois sur lesquels à partir de janvier, les gens viennent pour déposer leurs prières et leurs souhaits. Et la légende dit que l'arbre qu'on voit derrière, qui est l'arbre sacré, exauce les vœux de ceux qui les font avec sincérité. Et donc du coup on voit tout autour de l'arbre sacré des milliers de tablettes en bois qui ont été déposées dans toutes les langues avec des prières qui ont été faites souvent en japonais. Il faut savoir que ça fait partie des choses qui intègrent la religion shintoïste qui est pratiquée ici et qui était pratiquée par l'empereur et l'impératrice. Alors ici nous sommes à la gare de Shinjuku. La gare de Shinjuku, c'est la gare du quartier nord-ouest de la ville de Tokyo. Et en fait, ce qui est particulier dans cette gare, c'est qu'elle est énorme, je crois que c'est la plus grande du pays, et elle compte 200 sorties. Ici on est au rez-de-chaussée, et entre deux rames de métro, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de magasins avec des spécialités locales et avec des spécialités internationales. Par exemple, juste derrière moi, on peut acheter une baguette, typiquement française, ou des croissants ou des pains au chocolat. Et tout autour, on peut acheter des choses typiques du pays qu'on comprend pas forcément, mais qui ont l'air plutôt pas mal. Et pour ceux qui aiment le poisson plutôt que la viande, ici vous êtes servis puisqu'il n'y a que des sashimi. Voilà la variété de poissons différents. Nous sommes arrivés au Nekon Café. C'est un café rempli de chats. Et oui, parce que les Japonais n'ont pas assez d'espace chez eux. Et en plus, ils sont très stressés par le travail parce qu'ils ne font que travailler toute l'année. Du coup, ils viennent ici pour se relaxer et caresser les chats. 내가 예전 같지 않다던 네 말 모두 틀린 말은 아니야 나도 변해버린 내가 낯설기만 해 너무 착한 넌데 넌 그대로인데 oh I don't know 내가 왜 이러는지 그토록 사랑했는데 난
Baby, I'm so lonely, 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 lonely. 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 Donc ici nous sommes toujours dans le quartier de Shinjuku, par contre nous sommes dans les rues de Shinjuku, les rues piétonnes de Shinjuku. C'est un quartier qui est vraiment super animé et donc il y a énormément de restaurants, de lumière de tous les côtés. Je pense que la consommation électrique ici c'est de la folie. Et donc nous ce qu'on va faire ce soir c'est qu'on va aller dans un restaurant qui s'appelle le Robot Restaurant. Et c'est un restaurant qu'on voit derrière nous avec les dinosaures, avec des robots qui se battent, un truc qui a l'air un peu hallucinant mais normalement on devrait rigoler. Ouais, ça va être fun. Nous voici à l'intérieur de la salle de restaurant, du Robot Restaurant. Et on nous a placés de telle sorte que l'on puisse voir le spectacle qui va se dérouler au milieu de la salle. Aujourd'hui on est à la Tokyo Station. Donc Tokyo Station c'est la gare du centre-ville de Tokyo. Et on a obtenu ces trucs-là. Ces trucs-là c'est très important parce que c'est les Japan Rail Pass. Grâce à ça, on a la possibilité de circuler où on veut dans quasiment tout le Japon avec la plupart des compagnies en train. Donc c'est un genre de forfait illimité. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on fait la queue pour prendre un train pour Nikko. En fait, il y a deux types de queue. Il y a la queue pour ceux qui ont réservé et la queue pour ceux qui n'ont pas réservé. C'est notre cas parce que c'est comme ça. Et la queue, elle est assez longue, comme on peut le voir ici. Du coup, la question qu'on se pose là, c'est est-ce que vraiment on va réussir à avoir une place ou pas ?
Donc là, on est dans le train qui nous amène de Utsunomiya jusqu'à Nikko. Et c'est vraiment une mauvaise idée d'essayer de se maquiller ici parce que ça fait qu'on s'en met de partout. La J'ai pas eu preuve. le temps, j'ai pas eu le temps de faire à l'antenne. Non, je fais avec les cheveux. Donc moi je me maquille pas ici parce que c'est pareil, je vais m'en mettre de partout et après mes yeux ils vont pas être bien maquillés. Et nous voici à Nikko, une ville située à 120 km au nord de Tokyo, 90 000 habitants. Et nous allons passer la journée d'aujourd'hui et une partie de la journée de demain à visiter les temples, le lac et les chutes, puisque on a 47 chutes à Nikko. Donc ici nous sommes à la logette Saint-Bois qui est haut perché dans les montagnes de Nikko. Il fait je sais pas, 120% de taux d'humidité, je crois qu'on respire plus d'eau que d'air et c'est sympa, c'est vraiment retiré, artisanal et sympa. Ce qui fait un peu peur, c'est que quand on pose la question à la réception du style où sont les endroits touristiques, ils nous disent oh c'est vers là, c'est à 15 minutes, une demi-heure à pied. Mais 15 minutes, une demi-heure dans la montagne humide, ça motive pas trop. Donc on va voir si on fait pas une pause. Là nous nous trouvons à Nikko, à 120 km au nord de Tokyo. Et on a été mettre nos valises chez la dame, chez l'habitant, et dans sa logette. Et donc là, on redescend, on en a pour 15 minutes à pied. On va aller à la gare, on va trouver un endroit où se restaurer. Et ensuite, direction les sanctuaires de Tobushu, c'est ça? Oui. Et là, Voilà. on vient de passer devant le cimetière. Et ce qu'on entend dans le fond, c'est des corbeaux qui sont en train de commenter le fait qu'ils sont très contents d'être dans le cimetière. C'est le genre d'endroit très rassurant la nuit, puisqu'il fait à peu près 97% de taux d'humidité. Il y a des arbres qui sont tellement enchevêtrés les uns dans les autres qu'il fait très sombre. Et juste à côté, donc un cimetière avec un endroit où on a l'impression qu'il doit passer une voiture tous les 6 ans à peu près. Donc si vous avez envie de sensations extrêmes, il faut venir ici le soir vers 1h, 2h du matin et il y a de quoi s'amuser. Donc, un peu trempé de route. On n'a pas trop regardé quand la dame nous a monté jusqu'à chez elle. Donc du coup pour redescendre, on a pris une route et c'était pas la bonne. Et le souci c'est que là on doit tout remonter à pied et il y a une côte. Donc là on a passé la première côte et là on va faire la suivante. Mais ça va, c'est pas comme si il faisait chaud et humide. Voilà. Mais bon, voilà, ça fait partie aussi des voyages, des voyageurs des sentiers battus. C'est des choses qui seront bien gravées dans notre esprit. C'est pas un très bon moment à passer sur le moment, mais après ça passe, puisque surtout que là on va se restaurer. Donc revoici le cimetière de tout à l'heure, 50 minutes plus tard. avec les corbeaux. Et donc j'espère que la prochaine fois que je vous parlerai, on aura mangé et on sera arrivé à la gare. Alors nous voici sur un pont, dessous vous pouvez observer des cascades et a priori nous sommes sur la bonne voie. On a demandé notre chemin à une japonaise et qui nous a accompagnés pendant environ 500 mètres. Il faut savoir que les Japonais font beaucoup d'efforts en fait pour orienter les touristes et font beaucoup d'efforts en général. Et même s'ils ne savent pas, ils vont forcer pour pouvoir vous orienter au mieux, vous donner une réponse, même s'ils ne savent pas parler anglais. Voilà, donc on pense avoir retrouvé notre chemin. Et là, on est en route vers la station, la Tobu Station. Ouais, c'est magnifique. Pour aller nous restaurer. Donc ici nous sommes dans l'allée qui mène au temple Toshogu. Donc c'est des escaliers qui nous amènent au temple Toshogu, on n'est pas encore arrivé. Le temple Toshogu, c'est un temple qui a été érigé en l'honneur d'un shogun. Un shogun, c'était un prince d'une dynastie au XVIIe siècle qui a été donc créé en sa mémoire.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un temple où on va normalement retrouver quelque chose que moi ça fait longtemps que je veux voir, qui sont les 3 singes, un qui se masque les oreilles, l'autre la bouche et l'autre les yeux. Et si tout se passe bien, dans quelques minutes, on devrait pouvoir les rencontrer et expliquer d'où ça vient et tout ça, mais ça monte. Alors derrière moi, ce qu'on voit, c'est la pagode à 7 étages. Donc ce bâtiment, c'est un bâtiment qui a été construit justement, donc on est au centre du temple, et ça a été construit en collaboration avec les Chinois et les Japonais. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'est quelque chose qui était très difficile à construire. Donc ce qu'a fait le shogun, c'est qu'il a fait venir les meilleurs ouvriers de tout le pays. Il en a fait venir par exemple de Kyoto, qui est l'autre bout du pays, pour pouvoir réunir toutes les compétences pour faire ce genre de bâtiment. Et c'est plutôt sympa. Donc ici nous sommes devant la représentation des 3 singes qui sont là pour représenter une partie de la religion shintoïque. Et en fait le principe est intéressant parce que le principe c'est qu'il y en a un qui se bouche les yeux, l'autre les oreilles, l'autre la bouche. Et tout ça c'est pour dire je n'entends pas le malheur, je ne vois pas le malheur et je ne parle pas du malheur. Et concrètement c'est un moyen pour conjurer le sort et c'est un porte-bonheur que d'adopter ce genre de comportement. Donc on peut les voir ici. Alors, nous nous trouvons ici dans la logette Saint-Bois et on nous a concocté un petit barbecue fait maison. Et nous sommes très contents parce que ça fait 3 jours qu'on ne fait que marcher. Et là, on était épuisés, on avait très faim. Et c'est une agréable surprise et on n'est que tous les deux, tout seuls. Donc on est bien chuchotés et donc elle nous explique un petit peu tout ce que c'est. Elle nous a préparé un apéritif et avec la musique locale. C'est tout ce qu'on aime. First time. Mhm. Do you know tofu? Tofu? Si. Same material. Yes. Ah, ok. And next, Nico Liba fish. Liba fish. Niba fish. Ouais, Niba. trout. Meunière. Ok. Yes. Il y a un petit défaut de conception là. Il passera pas au cahier des charges celui-là. Non. À la vérification du contrôle. Et celui-là c'est le mien. Il est très poli. Your first name? First name Kazuko. Kazuko. Yes. Et donc ça c'est Magali qui donne des cours d'informatique transgénérationnelle et transculturelle puisqu'elle est avec un clavier Wow. en anglais En japonais. et en japonais et à partir d'un navigateur où tout est en japonais. L'objectif Ok. de la mission est de montrer à la dame la fonction de Google Translate pour lui simplifier la vie. Mais c'est vraiment pas facile sur un ordinateur dans ces conditions. Va-t-elle y arriver, Kiki? Est-ce que tu vas y arriver? Ouais. Attends, est-ce que je voudrais... Si tu veux, tu me réponds. Ouais, je vais y arriver. Nice. Mission accomplie. And I show you our website. Bon, un peu de pub au passage du coup. Ellie, Ah Didi, la pub au passage. Mhm. Nous sommes toujours à la logette Saint-Bois, nous sommes jeudi matin et on vient de nous servir le petit déjeuner. Alors ce qui est drôle déjà c'est que on est les seuls dans l'hôtel, c'est un petit hôtel et aujourd'hui on est les seuls clients. Je crois qu'ils ont 4 ou 5 chambres et donc aujourd'hui il y en a une de remplie. Alors au petit déjeuner, voilà ce qu'on a. Ça sort un peu des habitudes puisqu'on a du riz, des légumes, du poisson, visiblement c'est du saumon, du café quand même parce qu'il faut quand même pas complètement sortir des habitudes, du tofu, enfin des choses auxquelles on s'attendait pas forcément, donc on va essayer d'être ouvert d'esprit et profiter. Voilà, là nous sommes au lac Chuzenji et nous venons de faire les chutes Kegon. Et voilà, le principe c'est de prendre une embarcation qui ressemble à un cygne. Donc vous ne voyez pas là, mais on le voit à l'extérieur sur les autres embarcations. Et ce lac du Japon a 20 000 ans. Il est à 1600 mètres au-dessus de la mer.
et il est entouré de volcans, comme vous pouvez le constater. Donc l'air est assez pur. Voilà, le temps est assez nuageux, assez couvert, mais on a un peu plus de fraîcheur, on va dire, qu'en bas. On respire un peu mieux. Hi. Hi. Donc ici on est à la gare de Nikko. On vient de passer un peu plus de 24 heures à Nikko et on repart en direction de Tokyo. Et on a pris pour déjeuner des choses typiques d'ici, notamment du Yoda, Non, Yeba. du Yeba. Yuba, je crois. Ouais, sans que ça À vérifier, change je pas crois grand que chose. c'est Y-U-B-A. Voilà, et d'autres trucs assez typiques indéfinissables mais qui ont l'air plutôt bons. Donc ce qu'il y a derrière nous c'est la gare de Nikko et maintenant on est reparti pour direction Tokyo. C'est ça. Hey. Alors ça c'est délicieux. Apparemment il y a du haricot dedans. Et donc bien sûr c'est frit. Mais c'est vraiment très bon. Je crois que ça s'appelle du Yuba. Voilà, donc ça c'est notre déjeuner de ce midi. Enfin ce midi il est plutôt 14h18 mais voilà, c'est super. Donc aujourd'hui nous allons prendre le Shinkansen. Nous sommes à Tokyo et nous allons rejoindre la gare de Kyoto. On va traverser le pays d'est en ouest et on va prendre donc le Shinkansen. Le Shinkansen c'est l'équivalent de notre TGV et c'est un train qui peut monter jusqu'à 324 km/h et ils sont même en train de faire des travaux pour faire en sorte qu'il monte jusqu'à 500 km/h. Et voici arrivé le Shinkansen. Énorme et c'est le train le plus rapide du monde. Nous nous trouvons dans le train Shinkansen pour Kyoto. Et on a 3 heures de trajet et on voulait manger. On a vu une japonaise passer avec son chariot, une serveuse, donc on l'a arrêtée. Bon, le souci c'est que les japonais parlent très peu anglais, ils parfois même pas bonjour, même pas menu, donc on ne savait pas trop comment dire qu'on avait envie de manger. Et on a vu des boîtes sur son chariot, alors on les a prises, on ne savait pas ce que c'était. Et a priori, il y a des sushis à l'intérieur. On va découvrir cela en les ouvrant. Et voilà ce que l'on a à l'intérieur de la boîte. Des sushis. Où tu vois des sushis? Ouais, en fait, c'est du riz, du poisson, donc sashimi, des boulettes de viande, j'ai l'impression. Et ça c'est un légume qu'on voit souvent, ça on dirait de la guimauve, mais en fait je crois que c'est un légume. Genre Ouais. de radis. Ouais, faut voir. Ouais, peut-être. Ouais. Ça, c'est du tofu. Du riz. Ça, c'est ils un ont espèce écrit de des choses radis avec, aussi. avec les graines de sésame. Ah ouais. Et puis, Ah, alors bah là, voilà. il y a l'explication. Ah c'est mais bon, il y a en de japonais. l'explication. Bon, je fais une expérience culturelle. J'essaie de manger. Ça se mange. Moi je fais une expérience culturelle aussi avec ça. Ça mange pas. Ça a un goût de nuage croisé avec du polystyrène.
C'est un goût de joint d'aspirateur avec un peu de pétrole. Mais c'est pas mauvais pour un joint d'aspirateur. Et donc nous venons d'arriver au Nishikiro Ryokan à Kyoto et Magali est en train de remplir les documents de voyage. T'en es où, Didi? J'en suis là. Ça a bien avancé déjà. Et donc c'est très chouette comme endroit, c'est dans une petite rue visiblement piétonne, où en tout cas les gens passent en vélo, tranquille, mais vraiment au centre-ville, pas très loin de la gare. Et l'entrée ça donne ça. Donc c'est un ryokan traditionnel, avec des chutes d'eau et avec des poissons, et c'est plutôt assez joli. Donc autre point intéressant, c'est que ici, il ne faut pas rentrer avec les chaussures, donc il faut laisser les chaussures ici, les mettre dans ces petites boîtes, et ensuite ou on marche pieds nus, ou on marche sur ces chaussures-là. Voilà. Et donc ici, nous sommes à l'intérieur de la chambre du ryokan. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Le principe d'un ryokan, c'est un peu comme une chambre d'hôte, mais tout se fait au sol. Donc par terre, il y a des genres de tatamis. Ce qu'il faut, c'est marcher pieds nus. Et en fait, tout est au sol. Donc ici, il y a 2 futons, c'est là qu'on dort. Là, il y a une petite armoire, pareil, il faut se baisser pour y accéder. Et une petite table. Et dessous la table, on voit 2 coussins. En fait, le principe, c'est que si on veut se mettre à table, il faut ranger les futons de côté et se mettre au sol autour de la table. Pareil, au sol. Tout se fait au sol, puisqu'on voit tous les meubles sont très bas. À partir d'ici, il y a donc des portes coulissantes pour rentrer et puis pour la fenêtre. Et ce qu'on voit de l'autre côté, c'est donc la vue, qui est plutôt pas mal par rapport à ce qu'on avait à l'hôtel à Tokyo, puisque ce qu'on voit, c'est une sculpture avec un petit patio avec des galets. C'est globalement joli. Japan's front, that building, Kyoto Bank, bank's elevator, straight downstairs, Ok. Alors nous voici en haut de la tour de Kyoto. On est monté au 11e étage et ensuite on a encore monté plusieurs étages. Et nous pouvons apercevoir la vue de Kyoto avec tous ces immeubles et le Shinkansen qui est là-bas. Et nous sommes ici dans la ville de Kyoto, dans le quartier de Gion. Le quartier de Gion, c'est l'ancien quartier culturel, donc ancien quartier mais toujours culturel de la ville de Gion. Et nous sommes ici dans le théâtre Gion Corner, puisque nous allons assister à un spectacle de Maiko. Donc les Maiko, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on a l'habitude d'appeler en France les geishas, et que nous appelons maintenant donc ici les Maiko, puisque geisha c'est une expression qui n'est plus vraiment utilisée, qui était utilisée dans le temps, mais aujourd'hui on appelle ça des Maiko. Donc le principe c'est des Maiko qui vont présenter ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire a priori composition avec des fleurs, de la danse, des choses comme ça sympa. On ne sait pas encore exactement dans le détail, mais ça devrait être pas mal. Alors, quand on imagine un restaurant japonais typique et traditionnel, on imagine quoi? On imagine un restaurant où il y a des tatamis, où il y a des tables basses, où quand on rentre, on doit enlever ses chaussures, où il y a des baguettes chinoises, où il y a des serveuses qui parlent pas un mot d'anglais, et où peut-être il y a des menus sur des planches en bois. Ben, je crois qu'on y est. C'est vraiment ici. Ici, on n'en peut plus d'être dans un endroit typique. Il y a des portes coulissantes, tout est en bois. On mange à partir du sol et on vient de commander quelque chose qui semble être un menu qu'on n'a pas forcément compris mais qui nous a été présenté comme quelque chose de sympa. Donc, on est plutôt enthousiaste à l'idée et je crois que ça y est, on l'a trouvé.
Didi. Arigatou gozaimasu. This is your はい、うどんです。 On est dans un temple qui a été fait pour vénérer Bouddha et un certain nombre de dieux. Et donc cet endroit précis a quelque chose d'intéressant, c'est que c'est la terrasse du temple. Et à partir de cette terrasse, il y avait une coutume, il y a plus de 200 ans, qui faisait que les gens venaient pour faire des sacrifices. Donc en fait, ils demandaient quelque chose aux dieux, et pour leur montrer qu'ils avaient vraiment la foi, ils se jetaient par-dessus la balustre. Et il y a 13 mètres de haut, c'est l'équivalent d'un immeuble de 4 étages. Et puis ceux qui survivaient, quelque part, ça voulait dire qu'ils avaient la foi qui allait bien et potentiellement que leurs vœux allaient se réaliser. Donc 235 personnes qui se sont jetées, et sur les 235 personnes, il y a 85% qui ont survécu. Il y a même une dame qui s'est jetée 2 fois, donc comme quoi la foi, ça fait quand même des choses assez sympas. Et nous, on se dit que quand on regarde en bas, ça donne pas du tout envie de se jeter, on n'a peut-être pas suffisamment la foi, il faut qu'on s'entraîne, je sais pas. Bon, de toute façon, c'est interdit, donc la question se pose pas. Nous nous trouvons toujours au centre du temple de Kyoto. Et là, derrière nous, nous avons de l'eau sacrée, purifiée, qui nous provient de la montagne et qui coule depuis 1200 ans. Et si on la boit, on prolonge notre espérance de vie. Donc on va le faire. Donc on est toujours en train de faire la queue pour boire l'eau sacrée. Vas-y, avance, avance. Et on vient de nous dire qu'il fait environ 38 degrés, mais qu'il ne fallait pas s'en faire parce que pour le moment il faisait frais et que cet après-midi il allait faire beaucoup plus chaud. Alors, on profite de la queue de 15 minutes pour vous présenter notre guide francophone, Taketo, qui est là exprès pour nous et qui parle français, qui connaît très bien la culture francophone, qui a vécu 5 ans au Sénégal et dans des pays francophones en Afrique. Voilà, et on a trouvé bien un autre guide francophone très sympathique. Donc ils sont deux, dont Taketo qui est là et qui va nous faire visiter sa ville merveilleusement bien, j'en suis sûre. Nous nous trouvons toujours à Kyoto, dans un coin un petit peu perdu de la ville, plutôt hors des circuits touristiques classiques. Et nous nous trouvons dans un restaurant de sushi qui s'appelle Sushi Suo, qui veut dire littéralement la mer de sushi. Un restaurant traditionnel de sushi où l'on peut voir directement les coulisses des plats que nous allons manger dans quelques instants. Murène japonaise. Donc ça c'est la murène japonaise. Murène japonaise. Alors il y a quelques années, quand on a emménagé à Restinclière, côté de Montpellier, on est allé acheter un cadre pour, je crois qu'on l'a acheté sur allposters.com, site internet, et donc c'est un cadre qu'on a acheté pour mettre dans le salon, et parce qu'on a trouvé ça plutôt joli. Et en fait, quand le cadre est arrivé, donc on l'a affiché, on a regardé il n'y a pas très longtemps, le cadre c'est le cadre du jardin du temple de Tenryuji. Tenryuji, c'est donc un temple qui est dans la ville de Kyoto. Et on s'est dit que ça serait cool d'aller dans le vrai jardin de Tenryuji, dont on a un cadre à l'intérieur du salon, pour voir à quoi ça ressemble. Et ben c'est ça. Intact depuis sa construction. Son histoire est déjà 700 ans, déjà. C'est longtemps. Et en plus, est classé sur la liste du jardin au niveau du trésor national. C'est le premier jardin. Donc ici nous sommes dans le temple de Ryoanji. C'est un temple qui a été construit il y a 600 ans et qui était la demeure d'un seigneur féodal. Le temple donc existe depuis très longtemps, c'est assez joli, il y a des jardins, il fait très humide ici, il fait dans les 38 degrés environ. Il y a aussi des fleurs de lotus, il y a aussi des nénuphars puisqu'il y a un lac juste de la reine d'Angleterre qui a visité le temple en 1975 et donc depuis il y a énormément de touristes. Et il y a plus de touristes étrangers que de touristes japonais, mais n'empêche que c'est quand même super joli et il fait chaud mais on est content.
Alors, nous sommes toujours à Kyoto, au temple Ryoanji, devant un jardin qui a été créé en 1450 par un anonyme. La particularité de ce jardin est qu'il n'a pas d'herbe, mais il est constitué de pierres et de petits cailloux. Et en fait, ces petits cailloux constituent un grand ensemble que l'on peut interpréter différemment selon son imagination. Ça peut être la mer, l'océan, un jardin blanc qui symboliserait le paradis. Et les pierres sont au nombre de 15. Et nous sommes ici devant le musée international du manga de Kyoto. Donc il s'agit du plus grand musée au monde exclusivement dédié au manga qui sont les bandes dessinées traditionnelles ou modernes japonaises, par exemple Dragon Ball Z, par exemple les Chevaliers du Zodiaque. Bref, notre culture, et ça c'est cool. Donc du coup on s'apprête à rentrer dans le musée pour aller regarder ce qu'on y trouve de sympa. Donc ici on est à l'intérieur du musée du manga et c'est super parce que tout est rangé par année. Donc il suffit de se rappeler l'année à laquelle est sorti un manga et à partir de là on peut le retrouver. Par exemple là on voit 84. 84 c'était l'année de la sortie des premiers épisodes de Dragon Ball. Donc ce qu'on peut voir en bas c'est toutes les éditions du manga Dragon Ball. Si on va un peu plus à droite on peut voir 86 c'était l'année de sortie des Chevaliers du Zodiaque. Là on a tous les albums des Chevaliers du Zodiaque qui sont les albums originaux des Chevaliers du Zodiaque. Mais on a aussi Ken le Survivant, on a aussi City Hunter. City Hunter c'est le nom original de Nicky Larson. Nous sommes ici dans le magasin de Yodobashi. Yodobashi c'est un énorme magasin d'électronique, de high-tech qui fait 8 étages et chaque étage est grand comme un énorme stade de football. C'est un truc hallucinant, on trouve absolument tous les produits possibles et imaginables et notamment là on est dans la section télé. Alors ce qui est sympa dans la section télé c'est que nous on connaît des grandes télés, on connaît des 32 pouces, on connaît des 45 pouces, on connaît des 60 pouces mais ce que je connaissais pas moi c'était des 80 pouces. Voilà un écran de 80 pouces, jamais vu si grand. Alors, nous nous trouvons toujours dans le supermarché de Yodobashi, qui est un mix entre les Galeries Lafayette, la Fnac, Soramps. Voilà, on y trouve un petit peu de tout à chaque étage. Et ce qui est pas mal, c'est qu'au dernier étage, on trouve des restaurants, ce qui est le cas au Japon, qui affichent le genre de plat que l'on peut commander sur place. Bon là on est dans un restaurant style italien-japonais. Bon on n'a pas trop compris les menus, on a commandé quelque chose et depuis ils nous amènent à manger sans jamais que ça s'arrête. On est au deuxième plat de pâtes, des pizzas, de la soupe, de la salade, du pain. On comprend pas ce qui se passe, ils s'arrêtent plus jamais de nous amener à manger. On est plutôt content mais on a un peu peur. Bon et donc maintenant, en plus des pâtes, de la soupe, d'autres pâtes, de la pizza, ben on nous a amené des énormes morceaux de pain, visiblement remplis de trucs mystérieux mais qui a l'air très bon. Donc ben, je sais pas comment ça va se finir tout ça. Et nous revoilà quelques minutes plus tard. On a quand même plutôt bien avancé. On commence à voir la fin. Il nous reste les desserts. Mais il nous reste les desserts. Et maintenant les desserts. Donc 1, 2, 3 et 4. C'est bon ? Et pour notre dernière soirée dans la ville de Kyoto, nous sommes au 6e étage d'un immeuble au bord du quartier de Gion et proche de la rivière, sur le toit de la ville, en train de regarder la vue qu'on voit juste derrière moi. Et c'est marrant parce que ici on est dans un Starbucks Coffee. Starbucks Coffee c'est le symbole de la culture américaine, de la modernité, c'est une franchise. Et pourtant ici on voit à la fois des gens habillés en jean et à la fois des filles qui sont en kimono traditionnel japonais.
Donc c'est un endroit assez chouette où on voit toutes les cultures se rencontrer. Et nous on est tranquille pour cette fin de journée de dimanche à boire un café. Elle est pas belle la vie? Alors nous sommes toujours à Kyoto, dans le quartier de Gion, et nous nous trouvons devant la rivière Kawabatadori. Et là nous pouvons observer toute une allée d'arbres qui sont les sakuri, qui représentent les cerisiers qui fleurissent au mois d'avril. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que nous avons eu une allée, et au-dessus de cette allée, on peut voir des restaurants montés sur pilotis. Et c'est certainement un de ces restaurants vers lequel nous allons nous diriger. On a marché assez longtemps pour trouver un restaurant qui nous inspirait. On a marché au bord du Kawabatadori, la rivière. Puis on n'a rien trouvé qui nous a inspiré. Au bout d'un moment, c'était tard, c'était genre 9h. Et les restaurants ici finissent de servir à 9h30. Donc par dépit, on s'est arrêté dans ce restaurant. Et on a commandé des choses qui nous ont paru bonnes sur le menu, mais vraiment par élimination. Donc moi j'ai commandé ça. Et Magali elle a commandé ça. Et globalement c'est pas bon. Bon voilà, on est sorti, on s'est un peu sauvé en fait. On dirait comme ça a l'air typique, ça a l'air bien et tout. En fait c'est vraiment bon, c'est pas bon, pas bon. Donc là on est dans la rue de notre ryokan, qui est une rue très sympa parce qu'elle est au centre-ville. Et il n'y a pas beaucoup de bruit par rapport à la localisation où elle est, et on dirait qu'elle est reculée de la foule alors qu'elle est qu'à quelques mètres. Et évidemment, ici on a la rue de tous les ryokans, et dans ce ryokan qui est un ryokan voisin, Magali est en train de faire la pub auprès de la patronne du site Bedikasa, puisqu'elle n'a pas pu s'empêcher. En même temps, il est 21h30, elle avait rien à faire de spécial, du coup elle est allée expliquer à la patronne que Bedikasa c'est cool. Et donc ici on a un touriste qui s'amuse avec un chat. Et ça, c'est bien. Alors nous voici arrivés au terme de notre séjour à Kyoto, et nous partons maintenant pour Osaka. On va prendre le train juste derrière nous à la Kyoto Station. La Kyoto Station, c'est la gare de Kyoto. On va prendre un premier train pour rejoindre le centre-ville de Osaka, et à partir de là, on va prendre des métros pour rejoindre l'hébergement chez l'habitant dans la ville d'Osaka. Chez Takamoto. Je suis très content parce que depuis le début du séjour, à chaque fois qu'on passe quelque part, je vois ces petits trucs. Et on va enfin pouvoir les goûter. Donc on est à la gare de Osaka, à un endroit où visiblement ces trucs-là sont très populaires. Je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est un genre de pain cuit à la vapeur, fourré avec je sais pas quoi, des crevettes, de la viande ou je sais pas vraiment quoi. Et donc on va essayer de goûter, voir ce que ça donne. Et pour notre dernier jour au Japon, avant le grand retour, nous avons décidé de visiter le studio Universal, Universal Studio. Donc il faut savoir qu'il y a 3 studios Universal dans le monde, et celui qui est juste derrière moi, c'est celui d'Osaka, qui est la réplique exacte de celui de Orlando aux États-Unis. Donc c'est un studio très important, l'un des 3 plus importants du monde. Et on s'apprête à faire des attractions pour commencer à se réoccidentaliser afin de revenir au pays sans être complètement choqué par la culture occidentale. C'est parti! Bon, là on est rentré pour la première attraction à l'intérieur du studio Universal. Visiblement on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée de venir ici aujourd'hui. Bref, il y a 1h20 d'attente pour faire la première animation. Mais ça va, c'est pas comme s'il faisait chaud, il fait quoi? 40 degrés. Bon, 40 degrés. Mais là ça va parce qu'on est à l'ombre pour le moment. Et dans quelques mètres, la queue se fera au soleil. Si on fait pas de prochaine vidéo, c'est qu'on a fondu. Bon, visiblement il fait très chaud. Là on est toujours à l'ombre. Et on voit les gens qui sont devant nous dans la file. Et qui sont en train de mourir de chaud avec des ombrelles. Il y a des gens qui s'assoient par terre pour essayer de gratter un demi-degré. Des gens qui s'agglutinent autour de l'eau, qui essayent de masquer le soleil. Et qui se font du vent. Et il fait très chaud. Voilà, nous sommes toujours au parc Universal Studios.
Première analyse, c'est que c'est bien. C'est que vraiment c'est bien, c'est joli, c'est coloré, il y a de la musique. Deuxième analyse, c'est qu'on n'est pas les seuls à penser ça et c'est vraiment trop plein. C'est vraiment trop plein. Pour faire la moindre animation, qui dure en moyenne 20 minutes, il faut faire 1h40 la queue au soleil, 40 degrés, il fait humide. Donc on a pris la décision de partir. Il est 15h et on va aller visiter Osaka parce que comme on peut le voir derrière moi, ne serait-ce que pour acheter une petite bouteille d'eau, eh bien il y a peut-être je sais pas, 150 personnes qui font la queue. On peut le voir ici. Voilà. Donc on s'en va, on va voir Osaka. Ce qui est étonnant aussi au Japon, là nous nous trouvons à Osaka, c'est que quand vous demandez votre chemin, non seulement on vous l'indique, bon, dans un anglais plus ou moins approximatif, mais en plus on vous accompagne. Et là on cherchait pendant très longtemps des timbres. Donc en France il faut savoir qu'on peut les acheter dans les bureaux de tabac ou à la poste. Ici c'est à la poste uniquement, a priori, ou dans des convenience stores et on n'a pas trouvé les convenience stores. Donc on a demandé à un japonais dans la rue qui ne parlait pas du tout anglais. Et en fait, il nous a accompagnés pendant 3 km à la poste. Et donc, on a été chercher nos timbres à la poste à Osaka. Nous voici arrivés au terme de notre séjour au Japon. Nous sommes maintenant à l'aéroport d'Osaka. Et donc nous allons repartir pour la France dans quelques minutes. Alors pour conclure ce voyage au Japon, c'est vrai qu'on avait décidé de s'investir totalement pour bien découvrir ce pays qui est quand même vraiment très chouette. On a parcouru plus de 80 km à pied sur 11 jours. On a fait plus de 1000 km en train et on a fait plus de 10 000 km en avion pour découvrir vraiment ce pays d'est en ouest, puisqu'on a découvert les villes de Tokyo, de Nikko, de Kyoto et de Osaka avec tout ce qu'il y a de sympathique à rencontrer aux alentours. Ce qu'on a découvert, c'est que au Japon, le bien le plus précieux, c'est le peuple japonais. Paradoxalement, c'est pas forcément à ça à quoi on s'attendait, mais c'est vrai que ici, le peuple a à la fois une fierté, une organisation et une intelligence collective qui fait que les choses fonctionnent et que les choses fonctionnent bien. Ce qui devrait fonctionner en théorie en France fonctionne en pratique ici, et c'est parce que les gens font en sorte de faire le bien autour d'eux. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont montré pendant ces 11 jours, et ça nous a plu. Et pour conclure, le mot de la fin. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Sayonara.